sera l'une des grandes attractions de la saison 2025 du championnat du monde d'endurance, mais également de l'IMSA. Aston Martin revient au plus haut niveau de l'endurance avec sa Valkyrie AMR LMH, une voiture qui a été présentée dans ses robes vertes pour le WEC et bleues pour l'IMSA ces derniers jours. Un sujet sur lequel nous allons revenir aujourd'hui avec une question toute simple que je vais poser à Thibaut Villemont et Laurent Mercier qui sont avec moi pour ce nouveau numéro de Track Limit by Minerva Oil, le podcast d'Endurance Info. Est-ce que Aston Martin a les outils pour réussir avec cette Valkyrie AMR LMH ? Un débat entre Thibaut et Laurent qui vont donc argumenter et poser un petit peu les éléments en faveur ou en défaveur du projet qui est mené, on vous le rappelle, principalement par la structure The Art of Racing, dirigée par Ian James. Messieurs, bonjour. Tout le monde attend cette voiture, notamment par son V12 et ses prises de tour qui ont beaucoup fait parler sur les réseaux sociaux. Mais au fond, nous, la question qui nous intéresse, c'est est-ce que cette voiture va fonctionner et ne pas faire un flop, comme on a pu parler avec Laurent la dernière fois, en rappelant l'histoire de la Nissan GT-R LM Nismo. Messieurs, pour cela, je vous propose d'abord de revenir un petit peu sur l'histoire d'Aston Martin, puisque Thibaut, toi qui connais très bien les statistiques des 24 heures du Mans, Aston Martin, c'est une marque qui a brillé par le passé dans la Sarthe. Oui, c'est déjà une excellente nouvelle de voir Aston revenir. Alors, une victoire au général en 1959 avec la superbe DBR1. Et après, ça a été moi, j'étais pas né à l'époque, bien évidemment. Tu n'as pas connu Roy Salvadori et Carroll Shelby succès au Mans ? Oh non, j'aurais bien aimé, mais non, ce fut pas le cas. Et non, après, il y a eu forcément, on a en tête les victoires plus récentes, notamment moi personnellement en GT1 parce que j'étais fan de cette DBR9. Jamais j'oublierai le duel ProDrive Corvette, tant dans un premier temps avec la Ferrari et après avec cette Aston Martin. Et puis après, on a eu les victoires en GTE Pro, GTE AM. C'est quand même une marque qui a une vraie histoire aux 24 heures du Mans en endurance, et on les avait en GT et là ils pouvaient pas ne pas se joindre à la fête en hypercar quand encore une fois tous leurs rivaux sur le marché de la voiture sportive de série sont présents dans la catégorie N. Laurent, Aston Martin récemment, c'est le GT évidemment, que ce soit en GTE et plus récemment en GT3, même si pour l'instant la nouvelle Vantage ne s'est pas imposée aux 24 heures du Mans, mais elle s'est déjà imposée en WEC. Cette histoire, avec notamment ProDrive, a mis Aston Martin sur le devant de la scène dans la catégorie GT avec les Vantage et les autres modèles précédents. Salut à vous. Bon, là, je vais suivre la lignée de Thibaut par rapport à la DBR9 qui pour moi reste une auto mythique et reste forcément dans les mémoires. Ouais, Aston devait revenir au Mans. C'était un peu l'Arlésienne. C'est un peu comme McLaren d'ailleurs. Ça fait quand même pas mal de temps qu'on en entendait parler. Maintenant, est-ce qu'il faut dire que c'est Aston Martin qui revient au Mans ou est-ce qu'il faut dire que c'est quand même un projet quand même qui est plus privé, développé par Multimatic, plus dans la lignée de Glickenhaus? Peut-être pas parce qu'il y a quand même ProDrive derrière qui assure un suivi. Mais c'est sûr que je pense qu'Aston Martin doit faire aussi oublier la dernière fois qu'ils sont venus au Mans dans la catégorie Rennes avec cette fameuse AMR One, je crois avait fait de mémoire, il y en a une qui avait fait 2 tours et l'autre 4 tours aux 24 heures du Mans en 2011. Et on parlera pas de la Pescarolo 03 aussi, qui était issue de la AMR One, puisque celle-ci, je pense que tout le monde l'a oublié, c'est pas plus mal. Écoute, on va voir, on aura déjà une première idée sous peu au Qatar, voir si le projet tient la route réellement, si on peut espérer beaucoup de cette Aston Martin Valkyrie. Pour reparler du passé, il y a même un passé Valkyrie, parce que je vous rappelle qu'en marge des 24 heures du Mans 2019, Aston Martin avait annoncé son retour. Ils avaient annoncé son retour, leur retour, leur arrivée. Le règlement avait été changé pour eux, pour permettre aux constructeurs d'arriver en hypercar avec une voiture de série. Et puis quelques mois plus tard, le projet, c'était un projet mort-né. Bizarrement, en fait, même quand ça a été annoncé, personne n'y a vraiment cru. De l'eau a coulé sous les ponts depuis. Les patrons ont changé. Mais on va enfin voir cette Valkyrie, son moteur V12 aux 24 heures du Mans, alors que là, voilà, comme disait Lolo, c'était une Arlésienne, c'était même plus du stade de l'Arlésienne parce que cette voiture était censée venir et que finalement le projet avait été avorté. T'as bien fait de le rappeler, j'avais même oublié cette histoire d'annonce en fait, comme quoi ils allaient revenir. Donc c'est pour dire. Ah, c'est vrai. Mais c'est quand même une caisse en plus qui est quand même, je vais pas dire c'est une vieille voiture, mais la Valkyrie de route, enfin route si on peut appeler ça de route, la Valkyrie de série, c'est quand même une caisse qui est pas récente. Ah bah non, complètement. Et puis de toute façon, si on parle de projet commercial, ça en est pas un, parce que de toute façon, il n'y en a plus à vendre. C'est sûr que c'est pas avec ça, c'est pas grâce au programme qu'il y en a plus qui vont se vendre. On va pas se plaindre du fait qu'Aston Martin croit encore en les valeurs marketing de la course auto. Donc c'est chouette de les voir, et
Et voilà, il y a pas on va y revenir après, mais il n'y a pas d'hybride. C'est une voiture qui a un moteur V12. En fait, c'est assez antinomique, c'est assez spécial. Il y a plein de gens qui disent, mais attendez, c'est quoi l'intérêt? Bah écoutez, l'intérêt, c'est de faire du sport auto et puis nous, ça nous plaît. La Valkyrie, messieurs, donc, qui sera exploitée par The Art of Racing, comme dit en introduction, la structure dirigée par Ian James, que l'on connaît principalement pour sa présence en IMSA, en GT et en WEC également depuis la saison dernière avec l'Avantage. The Art of Racing, on rappelle, c'est quand même une structure qui a les moyens, qui a mis aussi les moyens pour s'associer donc avec la marque britannique. Et donc un projet autour de la Valkyrie avec ce fameux moteur V12 conservé, puisque c'est vrai que c'est quand même dans une période où le V8 et le V6 sont plutôt règnent en maître dans la catégorie hypercar GTP, si on prend également le volet IMSA. Sur le plan technique, on va peut-être commencer par là. Thibaut, je vais commencer par toi. Qu'est-ce qui peut jouer en faveur de cette voiture qui, comme tu le rappelais, n'a pas de système hybride alors qu'elle va arriver au milieu d'un peloton où toutes les voitures en sont pourvues? Est-ce que c'est un plus ou un moins? En fait, c'est ni un plus ni un moins. C'est Adam Carter, le responsable endurance d'Aston Martin, nous l'explique dans l'interview qu'il nous a accordée. En fait, aujourd'hui, le niveau de puissance des voitures, il se fait via les kilomètres qui sont greffés aux arbres de transmission. Donc après, hybride ou pas hybride, alors oui, ça a des avantages, ça a des inconvénients, mais le niveau de puissance, il sera de toute façon excessivement bien contrôlé par ces couples-mètres. Les raisons, il les explique. Il y a, déjà, il faut savoir que le V12, forcément, même si c'est un V12 qui a été d'ailleurs sous-traité à Cosworth, il est vraiment de très très haut standing, donc il est certainement léger pour un V12, mais ça reste un gros V12, donc il y a des questions de poids, et mettre un système hybride en plus, ça aurait mis une surcharge pondérale supplémentaire. Et après, il faut savoir qu'il y a aussi ils veulent un lien entre aussi la voiture de série et cette LMH. On va y revenir après. Et le système hybride de la Valkyrie, il est sur l'essieu arrière. Donc en fait, le problème, c'est que de par leur envie de se baser sur la Valkyrie de série, Aston Martin a dû faire une LMH. Et en LMH, le système hybride, il est branché sur l'essieu avant. Donc en fait, il aurait fallu refaire toute la mécanique. Et bon, comme on disait, c'est la transmission, c'est ce moteur électrique à l'avant. Bon, c'était trop complexe et trop différent de ce qu'ils ont fait sur la voiture de série. Donc voilà, le règlement laisse libre le choix libre au constructeur d'adopter un système hybride ou non. Bon eux ils ont fait le choix de ne pas le prendre. Et après, contrairement à ce qu'était l'ère LMP1, aujourd'hui le système hybride, c'est pas un surplus de puissance, c'est vraiment ça vient on va pas se mentir, c'est plus du marketing qu'autre chose aujourd'hui, hybride en hypercar. Et en fait, quand le moteur électrique se met en marche, en fait, la courbe de puissance du moteur thermique s'abaisse. Donc en fait, il y a pas un gain de puissance. Donc en soi, en perf pure, ça ne doit pas leur être néfaste. Après, oui, c'est sûr que il y a hybride avec le moteur électrique, ça vient tout de suite. Ça a aussi ses avantages. Et malgré le couple du V12, il y a évidemment des avantages à avoir un système hybride. Avec la BOP, avec ces systèmes de couple-mètre, normalement, c'est pas ça qui doit empêcher Aston Martin de performer ou non. Laurent, même question. Est-ce que pour toi, ce moteur V12 non hybride peut être un avantage ou un inconvénient selon toi? On a vu que l'hybride prend une part prépondérable dans la performance. On l'a traité plusieurs fois dans nos podcasts. C'est une composante qui a parfois donné des maux de tête aux ingénieurs, voire aux pilotes. Là, du coup, Aston Martin s'enlève entre guillemets cette composante. Oui, alors après, il va aussi falloir voir ce que va donner cette voiture dans la fenêtre de performance qui est en place. Il va falloir voir aussi comment est-ce que cette balance de performance, on en revient toujours à la VOP finalement, va pouvoir se faire avec la seule voiture du plateau qui justement n'a pas de système hybride. Donc je pense que ça rajoute aussi un petit peu de maux de tête aussi aux législateurs. C'est quand même pas un projet, on va dire, officiel à 100%. C'est quand même un projet qui est quand même pas mal géré par The Art of Racing. Donc on est à mi-chemin à mon avis entre le projet privé et le projet constructeur. Donc, je pense que pour l'équipe, avec ce moteur-là, avec ce qui a été fait, on est parti d'une voiture de route. Je pense que ça reste quand même, on va dire, un petit peu plus facile à gérer. Maintenant, on sait que c'est quand même une catégorie qui est quand même très compétitive. Et je pense qu'en face, il y a quand même du monde et on a quand même changé. On a changé plusieurs trucs. Je pense que la voiture, elle fera quand même du bruit, même il faut quand même respecter certaines normes de bruit environnemental qui sont quand même plus sur le déclin qu'autre chose. Et maintenant, je pense que le V12, on l'entendra quand même. Je pense qu'on a gardé quand même pas mal de choses de la voiture de série. On a gardé pas mal de surface extérieure, ce qu'expliquait Adam Carter
pareil du modèle initial et niveau moteur, moi j'attends de voir ce que ça va donner en course, hein. Je pense que c'est le chrono qui sera un petit peu le verdict. Tu parlais du son, Lolo, et tu as raison, mais bon, le V12, il va bien chanter, ne vous inquiétez pas. Après, c'est sûr que le régime moteur a dû être abaissé pour diverses raisons. Il chante pas autant que celui de la Valkyrie de série sur circuit, mais bon, ça va être top. Et d'ailleurs, l'anecdote est sympa que nous a donné Adam Carter dans l'interview, c'est que au début, ils ont été très frileux et ils ont même roulé avec un silencieux parce qu'ils avaient peur d'être stoppés pour les normes dont tu parlais, justement, Laurent. Et donc, en fait, ça, c'était assez drôle. Il disait la pire des choses pour nous, ça aurait été qu'on nous demande d'arrêter nos essais parce qu'on était au-delà du nombre de décibels autorisés. Et donc, c'est pour ça qu'en fait, au fur et à mesure, ils ont diminué le silencieux. Et bien évidemment, voilà, tous les tests et les analyses ont été faites. Mais ça, pour le coup, ça va être génial. Et ça, c'est encore un point fort de ce règlement. On se retrouve avec des V8 Atmo, des V8 Turbo, des V6 Turbo, des V12. On a une diversité de moteurs qui est absolument extraordinaire. Et ça participe au charme de la catégorie. Et pour sûr, on sait à quel point la Cadillac était appréciée pour le bruit de son V8 Atmo. Et là, la Stone, ça va être pareil avec son V12. Ce que moi je ne sais pas quantifier, c'est est-ce que tu peux optimiser vraiment à 100% une voiture alors que tu pars d'une base existante que si tu pars d'une feuille de papier vierge. Bah lui, Adam Carter, il dit que c'est pas un souci. Après, il compare ça à juste titre en disant tout dépend de la base dont tu pars. Aujourd'hui, on va pas se mentir, la Valkyrie, c'est une voiture de course. La Valkyrie de base, c'est un monstre. C'est certainement la voiture, on va dire, homologuée Ouais, pour la route et comment la plus extrême, exactement. Et ouais, d'ailleurs, hein, dans l'interview, à un moment, ça aurait été bizarre que Adrian Newey, qui a participé à l'élaboration de la voiture de série, n'ait pas pensé un seul instant qu'un jour, il puisse en être dérivé une version compétition. Donc, il part d'une base qui est déjà excessivement performante. Tu l'as dit, ils ont essayé de garder un maximum de choses, notamment au niveau des surfaces extérieures. Après, attention, les dimensions ne sont pas les mêmes. Ça a dû être changé. Le soubassement a été très différent. La voiture de série a une aéro active. C'est totalement prohibé en hypercar. Donc, il y a beaucoup de choses qui ont été changées. Mais en tous les cas, on la reconnaît, cette voiture, hein, clairement, on la voit. Et là, pour le coup, chapeau bas à Aston Martin parce qu'il y a vraiment un lien avec la voiture de série. C'est dans l'esprit de la catégorie hypercar. Ça fait depuis le début, depuis l'émergence de ce règlement, que tout le monde se dit c'est quoi le plus facile, qu'est-ce qui est le plus onéreux. Voilà, nous, il y a des constructeurs rivaux qui nous ont dit que c'était presque plus onéreux de partir d'une voiture existante. Après, encore une fois, qu'est-ce qu'il en reste de cette voiture existante? Alors forcément, Aston Martin, pour des raisons commerciales, va nous dire qu'il en reste beaucoup. Il en reste un peu. Le moteur, oui, c'est le moteur de la voiture de série qui a été dégradé, tant mieux pour la fiabilité et pour d'autres choses. Je pense qu'il y a quand même une grosse nouveauté. Et puis, il ne faut pas oublier que Multimatic, qui a participé à la conception de la voiture de série, a aussi été plus qu'impliqué dans la conception de cette voiture. Il le sera d'ailleurs même au niveau d'exploitation, d'où la présence de George Howard Chappell à la tête de l'équipe d'exploitation WEC. Et ça, c'est pareil, ça, c'est quand même un gage de sérieux, Multimatic. Donc voilà, après, comme tu dis, qu'est-ce qui est le plus dur? Est-ce que c'est parti d'une feuille blanche ou pas? Lui, Adam Carter, clairement, répond tout dépend de la voiture que vous avez, tout dépend de la base que vous avez. Et la Valkyrie est une base absolument extraordinaire pour ça, parce que comme on le disait, c'est plus une voiture de circuit qui s'est échappée du circuit homologué pour la route que le contraire. J'espère que notre ami Marek Kretschmann qui avait fait la LR1, qui a fait aussi l'aéro de la Valkyrie et qui a bossé avec Adrian Newey, j'espère que c'est un peu mieux que cette fameuse AMR1. Quoi. Et il faut quand même rappeler que la MR1. Ah oui, oui, non, mais ça c'est sûr. Mais il faut quand même rappeler que la MR1 qui existe aussi en version pro, donc pour un usage compétition, mais qui est pas du tout la version hypercar, et que Aston Martin en son temps avait communiqué que cette voiture-là était capable de tourner en 3 minutes 20 au Mans, mais maintenant avec une voiture qui est dépourvue de tout règlement FIA et ça donne une idée du potentiel de la voiture. On va pas dire de route parce que c'est pas une voiture de route, mais de la voiture de série en fait, la Valkyrie. Mais c'est une voiture quand même qui a quoi? Elle a 6 ans, 5 ans, 6 ans maintenant. 6 ans? Je crois qu'elle a été présentée à Genève de mémoire 2000. Ça a été, même la voiture de série, on a vu des premiers dessins, ça a été complexe, ça a été plus long que prévu, même les livraisons, ça a été long. Donc oui, enfin, tu as raison, c'est une voiture c'est une voiture qui est plus toute jeune. C'est une voiture qui date de 2019, Laurent, pour répondre à ta Ouais, question. je crois que c'était Genève. Je crois Oui, que c'est c'était ça. Salon de Genève Genève 2019. 2019. Mais en tous les cas, après, pour rebondir sur ce que tu disais, Laurent, aujourd'hui, Adam Carter, il estime même qu'au vu des délais impartis, s'ils étaient partis de zéro, ils auraient certainement pas pu les tenir. Donc bon, voilà, c'est encore une fois, ce sont ses propos, hein, nous ne sommes pas en mesure de les vérifier.
Mais lui dit clairement que le fait de partir d'une voiture existante les avait beaucoup aidés. Et d'ailleurs, on sait que The Art of Racing, encore une fois, The Art of Racing va s'occuper de la partie de tout ce qui est la gestion sportive. On y viendra après. The Art of Racing a d'ailleurs une Valkyrie AMR Pro depuis un certain temps qu'on a pas mal vu rouler, notamment aux États-Unis. Messieurs, nous avons vu les points positifs de cette voiture et de l'attelage Aston Martin The Art of Racing. Question maintenant, le corollaire. Est-ce qu'il y a des points négatifs spécifiques selon vous dans cette composition? Est-ce que The Art of Racing connaît bien le GT? Qu'en sera-t-il de la partie hypercar? Est-ce que l'équipe technique en place, selon vous, on l'a effleuré dans la discussion depuis le début de ce podcast, est-ce que l'équipe technique sera au niveau? Est-ce que selon vous, il y a déjà, au vu de ce qu'on sait, des points qui ne penchent pas en faveur de cette Aston Martin Valkyrie AMR LMH? Thibaut. Déjà, pour un peu rebondir notamment sur ce que disait Laurent tout à l'heure. Alors déjà, voilà, encore une fois, on dit que Art of Racing va s'occuper de la partie exploitation. Moi, de ce que j'en ai compris, c'est vraiment Multimatic va être très impliqué. Alors oui, ils le disent pas trop, c'est en lisant entre les lignes qu'on le comprend, mais c'est parce que c'est un projet un projet Aston Martin The Art of Racing, mais forcément il y a des sous-traitants. Multimatic en est un, et un est un excessivement important. Donc ça, c'est quand même quelque chose d'assez rassurant. Moi, sur tout ce qui est partie exploitation, ça me fait pas trop peur. Alors, The Art of Racing sera plus impliqué sur l'exploitation course en IMSA, même s'il y aura aussi du soutien de Multimatic. Moi, après, ce qui m'inquiète davantage, si on peut dire, c'est notre rôle hein, de voir un peu les points négatifs et positifs. C'est que ce projet me rappelle un peu le Lamborghini, comme disait Laurent. C'est un projet, oui, officiel, mais qui n'aurait jamais vu le jour sans le financement d'un privé, en l'occurrence The Art of Racing et Gabe Newell, si j'écorche pas son nom, C'est bien ça. ce mania du jeu vidéo. Donc voilà, c'est comme le projet Lamborghini Hypercar, le Lamborghini SC63, qui n'aurait jamais vu le jour sans l'apport financier d'Iron Lynx. Donc c'est un peu ça qui est un petit peu, qui fait un peu peur. Après, il est encore trop tôt pour dire si ça va marcher ou pas. De ce qu'on en a entendu, paire sur piste quand elle a été face à d'autres voitures, mais c'est compliqué. La voiture n'était pas homologuée, elle n'était pas BOP. Après, je pense que l'équipe s'était fixé des valeurs de BOP similaires à ceux des autres LMH. On pense notamment aux essais Michelin qui ont été menés après Bahreïn, qui je crois a été la première fois qu'elle a partagé la piste avec ses futurs rivales. Ça n'avait pas l'air fou, mais bon, c'est compliqué de juger à ce stade-là, encore une fois, parce que la voiture n'était pas homologuée. Il y a plein de critères qui n'étaient pas encore pris en compte. Donc voilà, moi, comme disait Laurent, c'est un projet semi-privé, mais bon, si le boulot est bien fait, il y a pas de raison, que ça marche pas. Et puis, c'est pas comparable, mais aujourd'hui, il y a quand même de plus en plus d'équipes qui se lient à des privés ou des équipes d'exploitation qui ont des gros partenaires. Et notamment, je pense que si Cadillac ne s'était pas associé à Jota et si Jota n'avait pas ses gros partenaires, il n'y aurait peut-être pas deux Cadillac en WEC cette année. Il y a du bon, du moins bon, mais voilà, c'est le petit point d'interrogation, il est là-dessus parce que voilà, c'est pas, tout ne vient pas du constructeur, mais réjouissons-nous encore une fois qu'il soit là. Et puis, le verdict de la piste parlera, hein, c'est encore trop tôt. Il y a pas mal de choses qui entrent en compte. Et sur le plan technique, le fait d'avoir un hybride, pas d'hybride, d'avoir 4 roues motrices, pas 4 roues motrices, on sait à quel point la mise en température des gommes est importante en endurance, de plus encore depuis que les cabanes de chauffe sont interdites. Est-ce que ça va être un point faible aussi de la voiture? Je ne sais pas, faudra voir. Je pense que le Qatar nous apportera peut-être pas tous les éléments de réponse parce que c'est un circuit assez spécifique, très, 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 très lisse, mais voilà, si un petit point d'interrogation, c'est là-dessus. Et puis après, voilà, je sais pas ce que toi t'en penses, Lolo, mais Bon, c'est un peu ce que je disais tout à l'heure. Pour l'instant, c'est difficile de se projeter parce qu'on l'a pas vu en course, on l'a pas vu face à la concurrence. Ils ont fait quoi de mémoire, 15 000 km environ, ouais, c'est ça, ouais. C'est ça, 15 000 kilomètres. C'est vrai que tu t'enlèves une épine du pied. Ils n'ont pas pris la solution qu'avait pris Zota Fraschini, notamment en étant un peu en prenant le système le plus compliqué quand même à développer pour une structure privée, parce que là, c'est comme on disait, c'est un peu semi-privé ou semi-officiel, je ne sais pas comment est-ce qu'on peut dire ça. Le truc, c'est que tu arrives quand même dans un championnat avec une voiture neuve qui est quand même développée, on va dire, de façon, alors je dis pas que c'est de façon artisanale, c'est pas le cas, parce que Multimatic est suffisamment compétent pour ça, et on est quand même avec une LMH, donc je le rappelle, sans système hybride.
mais tu arrives quand même face à des gros bras en face, avec Porsche qui est quand même en pleine bonne dynamique, BMW qui a fini sur une belle saison, qui a une saison d'expérience avec WRT, Alpine qui, à mon avis, il va falloir se méfier parce que autant au niveau voiture qu'au niveau pilote, ça va pédaler sévère, que Toyota va toujours être là, que Ferrari en face, c'est quand même beau. Et tu te dis, toi, t'arrives, t'es avec Multimatic, ok, d'accord, t'as un peu de ProDrive, ok, t'as The Art of Racing qui fait un peu la pluie de beau temps sur le plan notamment des pilotes en Tout ce qui est IMSA sportif, tout ce et qui en est sportif, WEC. c'est Art of Racing. Voilà, tout ce qui est sportif. Donc, je sais pas, pour l'instant, c'est un peu tôt. Donc, moi, si je devais mettre un bémol, ce serait plus ça et plus d'arriver dans une catégorie qui est ultra compétitive avec des gens qui sont armés jusqu'aux dents. C'est un peu comme si c'est pas ce que je vais prendre comme image, mais c'est pas David contre Goliath, c'est pas ça quand même, mais j'ai peur que ce soit quand même compliqué face à la concurrence qui est quand même sérieusement armée. Tu vois, si tu arrives en 2023, c'est pas vraiment la même. Là, tu arrives en 2025 avec tout le monde qui est quand même bien armé. Oui, puis surtout avec ces histoires de software et de courbes de puissance qui sont très très délicats à gérer. Hein. On a vu, les équipes généralement ont besoin à minima d'une saison pour commencer à bien gérer ça. Et ça fait une énorme différence. Adam Carter en est conscient, pardon, le fait de ne pas avoir de système hybride. Est-ce que justement ça va encore compliquer cette gestion-là? Ce sera intéressant de le voir. Encore une fois, lui, il va pas nous dire le contraire. Il nous dit que la solution pour laquelle ils ont opté n'est pas du tout, ne devrait pas leur empêcher. Il voit pas pourquoi ça leur empêcherait d'être performants. Il y a autre chose qui a fait pas mal parler ces derniers temps, c'est les équipages. Ah, Donc, c'était effectivement la suite du propos. Effectivement, les équipages, il faudra faire les plus et les moins, évidemment. les plus éléments des pilotes, bon, comme on disait, hein, toute la gestion sportive, c'est Art of Racing qui la gère. Donc on voit, hein, il y a quasiment que des pilotes qui ont passé Art of Racing. En tous les cas, ils ont tous un lien avec Aston Martin, puisque même Harry Tincknell a gagné le Mans GT Pro avec Aston. En revanche, Harry Tincknell est plus impliqué de par son rôle de pilote de développement multimatique. Et c'est peut-être lui qui a le plus roulé en essai avec la voiture, en tous les cas au début. Il y a eu un mélange de pilotes. Voilà, Harry, pour moi, sera la référence. C'est un mec qui roule en proto depuis des années, on connaît sa valeur. Il y a Marco Sorensen qui a fait une très belle carrière en monoplace avant de faire une belle carrière en GT avec Aston Martin. Lui aussi, je pense qu'il a toute la, il y a aucun souci. Après, les autres, bah voilà, ils ont privilégié des pilotes maison. Alors c'est bien, hein, d'ailleurs, et c'est même beau, je trouve. C'est beau de récompenser la loyauté de ces pilotes. Hein. Je pense au Roman Angelis, au Ross Gunn, ou Alex Riberas, même à Tom Gamble, hein, qui avait roulé pour The Art of Racing et qui a à nouveau roulé pour The Art of Racing avec 4 heures Daytona après 2 ans de mémoire passée chez McLaren. Ce sont Le pas des débat, pilotes c'est proto. oui, ils ont pas des pilotes proto, effectivement. Après, on peut un petit peu voir Toyota, ils ne s'appuient que sur des pilotes qui ont des expériences de la monoplace. A contrario, Porsche, il y a eu un petit peu un mix. Et notamment, on voit même s'ils ont eu de l'expérience en début de carrière, il y a quand même des Matt Campbell, des Mathieu Jaminet qui sont vraiment issus de la filière, qui sont passés par la Porsche Cup et au final, ils s'en sortent super bien. Donc, faut pas oublier que Chez Ferrari c'est également, Thibaut. Chez Ferrari, on a quand exactement, même chez beaucoup de Ferrari pilotes également, GT. il y a un espèce de mélange, même si voilà, ce sont aussi pour le coup des pilotes qui ont fait un peu de monoplace au début. Donc, faut pas oublier un truc, hein, c'est que ces hypercars, ce ne sont pas des LMP1. Les LMP1, c'était des F1 carrossés. Vous pouvez demander à Nico Hülkenberg et à Fernando Alonso quand ils ont conduit la 919 hybride ou la Toyota CS050, c'était presque plus kiffant à rouler qu'une F1 de par des pneus qui étaient bien meilleurs. Mais c'était des voitures qui étaient excessivement puissantes. On parle de 1000 chevaux, hein, d'un niveau d'appui absolument colossal. Là, en fait, les hypercars, il y a même des pilotes qui les comparent à des grosses GT. Donc, c'est l'un dans l'autre, les pilotes GT peuvent très bien s'en sortir. Après, sans vouloir leur faire offense, et d'ailleurs, ils ont gagné de belles choses. Mathieu Jaminet, Matt Campbell, c'était quand même des gens qui avaient déjà, des pilotes qui avaient déjà tout prouvé. Aux autres de montrer qu'ils ont l'étoffe et les épaules pour se battre au plus haut niveau de l'endurance. En tous les cas, ils ont été très forts en GT et voilà, je pense que ça va être intéressant, de voir et notamment le premier point de comparaison, je pense qu'encore une fois, ce sera Harry Tincknell. Donc, mais bon, voilà. Déjà, si la voiture elle est performante, ce sera bien parce que de là à dire, est-ce que s'il se retrouve face à Sébastien Buemi ou à un Kevin Estre en fin de course en WEC, est-ce que ça va pas être un peu tendre? Bon, déjà, s'il se retrouve à ce stade-là, ce sera super bien. Laurent, même question. Est-ce que selon toi, les équipages ont plus d'atouts que de défauts, entre gros guillemets, hein. On va pas remettre en question la qualité des pilotes, mais pour ce programme-là, est-ce que les équipages dévoilés par Aston Martin The Art of Racing ont matière à bien emmener le projet dans ses débuts? Parce que ça sera également une année encore d'apprentissage, forcément, pour la voiture.
Et après, je vous poserai une question subsidiaire. Est-ce qu'on pourra considérer ça comme une année d'apprentissage où il faudrait être tout de suite dans le jeu? Du côté des pilotes, quand tu vois quand tu vois quand l'annonce des différents pilotes, c'est là que tu comprends encore plus que c'est The Art of Racing qui gère tout le côté sportif. Comme le disait Thibaut, c'est des gens, des pilotes en interne, c'est des pilotes qui n'ont pas l'expérience du proto, mis à part Harry Ticknell, qui est les vrais pilotes de dev Multimatic. Et il y a Roman De Angelis qui a fait un petit peu d'LMP2. Mais sinon, pour le reste, Alex Ribera, c'est un petit peu, on va dire, né avec le team, puisqu'il est là depuis le début, depuis très longtemps. Tom Gamble, on l'a fait passer de chez McLaren. On va faire rouler des équipages à deux pour les manches de 6 heures en WEC. Il y a le programme IMSA aussi à gérer en plus. Je trouve que c'est peut-être un petit peu léger. Maintenant, je sais on attendait aussi l'arrivée de Mattia Drudi. Et Mattia Drudi, je pense, est aussi une pierre angulaire importante d'Aston Martin pour le programme GT. Peut-être qu'on a voulu le laisser sur le programme GT. Et aujourd'hui, Aston Martin, est-ce que Aston Martin a des pilotes de pointe comme c'était le cas dans le temps du programme GT1 avec les Darren Turner de l'époque, les Stéphane Milke et tout? Et je suis pas persuadé. En plus, à part aux États-Unis avec un programme pro, on a quand même quelques pilotes, on va dire, qui roulent dans des équipages pro en GT World Challenge Europe notamment. Je trouve qu'au niveau pilote Aston Martin Racing, peut-être qu'il aurait fallu se renforcer avec un autre pilote qui a aussi beaucoup d'expérience, aussi bien en GT qu'en proto. Maintenant, bon, pourquoi pas? Peut-être que ce sera de bonnes surprises. Et peut-être que finalement, on se dira, ouais, en fait, je sais pas, peut-être qu'un Tom Gamble va arriver à exploser. Aujourd'hui, j'en ai aucune idée. C'est un peu l'avenir qui va nous le dire. Mais bon, disons que sur le papier, c'est peut-être un petit peu moins sexy que ce qu'on connaît chez la concurrence. Mais peut-être qu'on aura affaire à de bonnes surprises. Oui, après, il y en a pas mal. Il y en a qui se posent des questions sur le fait, par exemple, qu'un Felipe Drugovich n'ait pas été impliqué. Encore une fois, il faut vraiment, vraiment, vraiment séparer la F1 de ce projet. Hein. Chez Aston Martin, il y a beaucoup de branches. Et aujourd'hui, voilà, c'est vraiment c'est deux projets qui n'ont absolument rien à voir. C'est vraiment le Aston Martin Performance Technology qui a joué un rôle pour Aston là-dedans. Mais de notre côté, on n'a pas du tout été surpris de ne pas voir Filipe Drugovich impliqué. Donc maintenant, est-ce qu'il y a un jour, est-ce qu'un jour, il y aura des passerelles? Pourquoi pas? Il faudra voir. Mais comme Bah, disait Lolo, c'est The Art of Racing qui le gère plus qu'Aston Martin Racing. Et encore une fois, sans The Art of Racing, jamais il n'y aurait eu ce programme. Donc c'est fort légitime. et puis enfin, je pense il y aura des passerelles si le programme fonctionne. Si ça marche Évidemment, bien, c'est c'est plus sûr. facile de mettre en place des passerelles. Et là, moi, ce qui m'inquiète un petit peu quand même, c'est que tu mènes deux programmes de fond avec la même équipe, on va dire, d'exploitation. Ok, ça fait peut-être de kilomètres et tout. Maintenant, tu t'adresses quand même à deux championnats différents. Tu t'adresses à une première LMH sur le championnat IMSA, avec une équipe qui va passer d'un billard du Qatar à un circuit bosselé de Sebring. Et c'est sûr que mener deux programmes de front et tout comme ça dès la première année, c'est bien pour l'expérience, mais maintenant on n'est pas sur exactement les mêmes. Bon, les réglementations se tiennent, mais l'IMSA ça va être nouveau aussi hein, d'arriver à avoir une LMH parmi les LMDH. Alors après, niveau exploitation, voilà, les deux équipes sont quand même très dissociées. Hein. Forcément, il y aura des liens et de la communication, mais voilà, les deux équipes seront quand même assez différentes et il y aura pas mal de têtes qui travailleront exclusivement sur le projet WEC et d'autres sur le projet IMSA. Mais oui, par contre, en IMSA aussi, le défi, il est peut-être encore plus grand. Maintenant, on sait très bien que voilà, John Doonan, il est motivé à l'idée de montrer que cette convergence, elle marche, qu'on peut mêler les deux. Forcément, lui, il espère un jour attirer même un Ferrari hein, en IMSA, pour ne citer que la marque pardon, la plus bankable, si on peut dire. Mais ce sera bien évidemment un autre défi et ce sera intéressant de voir ce que ça donne. Alors là, il y a justement cette semaine, il y a les essais à Sebring, donc un circuit que la Valkyrie a déjà arpenté par le passé. Mais ce sera quelque chose qui est assez intéressant à voir. En tous les cas, ce qui est certain, c'est que le défi est de taille. Après, vous me demandez qu'est-ce que tu en attends? Je les vois mal se mêler à la lutte aux avant-postes d'entrée. Mais est-ce que c'est, selon vous, Ben, une saison obligatoirement d'apprentissage ou il faut tout de suite être performant? Comme tu disais, Lolo, la voiture arrive 2 ans après la plupart des constructeurs, donc il y a peut-être aussi une nécessité de ne pas être tout de suite largué complètement.
Ou selon vous, il faut vraiment le considérer comme on fait une année, on emmagasine les données, on apprend à connaître la voiture? Ce sera forcément une saison d'apprentissage. Et le problème, c'est que tu pars pas, tout le monde part pas sur un même pied d'égalité parce que cette voiture arrive un petit peu après tout le monde. Je suis assez l'avis de Thibaut, c'est que je serais assez étonné quand même que cette voiture vienne se mêler dès le début à la lutte en tête. Ou alors, c'est que vraiment le choix a vraiment été bon, mais je serais quand même assez surpris. Donc après, c'est The Art of Racing qui paye, hein. Donc on le voit avec Lamborghini et Iron Lynx où quand ça marche pas forcément, ben on a tendance un peu à réduire le budget et après ça se complique. Donc là, je suis pas persuadé aujourd'hui que The Art of Racing veuille vendre des voitures, par exemple, à des équipes privées dès l'année prochaine. Moi, j'attends de voir, mais je serais quand même assez surpris de les voir. Je serais quand même assez surpris de les voir devant. Oui, moi, voilà, je suis pareil, j'ai mes des doutes. Après, ils ont une approche qui est assez humble, hein, ils le reconnaissent. Le niveau aujourd'hui, il est très élevé. Après, on a pu le voir, hein, quand Porsche, Ferrari, ils sont arrivés en hypercar en 2023. On va pas se mentir, hein, hormis Le Mans, pour diverses raisons, Toyota est intouchable. Et on voit toujours que Toyota, honnêtement, tout ce qui est en dehors de la voiture intrinsèquement, qui est bien pénalisé par la BOP, mais tout ce qui est exploitation et tout, ils sont au-dessus de la concurrence. Porsche a vraiment réussi à se rapprocher l'an dernier. Ils ont tout à découvrir. Il y a la voiture, il y a l'équipe d'exploit, tout va être nouveau. Après, ils arrivent avec une approche assez humble. Ils savent à quel point le niveau est élevé. Et eux, aujourd'hui, ce qu'ils disent, ils veulent montrer un bon niveau de compétitivité. Voilà. Eux, c'est leur premier objectif. Bien évidemment, ils le disent, ils s'engagent pour gagner, comme tout le monde, bien évidemment. Celui qui est le contraire serait un menteur et ce serait absolument ridicule. Ce serait déjà bien qu'ils arrivent à décrocher une ou deux places d'honneur. Quand même un programme qui coûte quand même qui coûte quand même beaucoup d'argent et pas mal de millions d'euros, hein. Donc je pense que Gabe Newell, c'est un homme d'affaires, un entrepreneur, et à un moment, je pense que si tu veux que ça continue et si tu veux aller de l'avant, il va falloir que ça gagne. Et en plus, à mener de front un programme IMSA et un programme WEC, c'est quand même beaucoup d'investissement, d'autant plus qu'en plus le GT se poursuit pour The Art of Racing. Donc on met pas le GT de côté, hein. Autant Ferrari fait de l'oseille avec ses voitures, avec ses modificateurs, autant chez Aston Martin et The Art of Racing, je pense pas que ce soit le plan initial. Aston Martin et la Valkyrie AMR LMH réussiront-ils à se mettre en avant dans cette saison 2025 du championnat du monde d'endurance et également en IMSA? Ce sera la question qui trouvera des réponses dans les prochaines semaines, puisqu'on vous rappelle que le championnat du monde d'endurance où la voiture fera ses grands débuts au Qatar, sera fin février. Et donc, comme nous venons de l'évoquer, les premiers éléments de réponse sur la capacité de la Valkyrie AMR LMH face à la concurrence seront évidemment donnés et on surveillera avec attention les débuts de la voiture en mondial avant de la retrouver un petit peu plus tard également en IMSA où le volet américain sera également très suivi. Laurent, Thibaut, merci pour ce petit débat autour de la grande nouveauté au niveau du peloton en hypercar et en GTP des deux côtés de l'Atlantique. On se donne rendez-vous très prochainement dans un nouveau numéro de Track Limit by Minervoil, le podcast d'Endurance Info. Et d'ici là, restez évidemment connectés sur le site d'Endurance Info. Et n'hésitez pas à vous abonner sur les différentes plateformes pour continuer à suivre notre podcast. Merci Thibaut, merci Laurent et à bientôt. Merci à tous. Merci.